Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. On est ravis d'être là. Merci de nous accueillir. Merci pour ce moment passé tous ensemble. Et ceux qui nous regardent par ailleurs, bonjour à tous derrière vos écrans. On est ravis aujourd'hui de venir vous parler de ce sujet de Big ID et d'usage YouTube, et en parlant du coup de futur de la création vidéo. On a choisi ce sujet d'abord parce que on est ici une équipe créative qui est chez Google et YouTube du coup. Donc c'est très important pour nous et très important aussi parce que ce sujet de la création, c'est le nerf de la guerre des performances de campagne aujourd'hui. On sait que c'est le sujet et le levier clé des campagnes. Donc on est là tous les trois aujourd'hui pour en parler. Donc je vais peut-être commencer par moi. Je prends la parole, donc je me présente. Vanessa est donc du coup en charge de l'équipe créative chez Google qui s'appelle CreativeWorks France. Et donc je suis accompagnée de talents très précieux avec moi ce soir que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Maude Le Boulaire, créative stratégiste dans l'équipe CreativeWorks en France. Et effectivement, on est très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la manière dont on opère et on génère, on inspire, on diffuse des idées, en particulier sur la plateforme YouTube. Bonjour à toutes et à tous, Guillaume, créatif dans l'équipe CreativeWorks. Ravi que vous soyez là et avec hâte de vous présenter, on l'espère, des beaux cas qui vont pouvoir vous inspirer et bosser ensemble à échéance plus courte. Courte, très bien. Du coup, allons-y, on va commencer à aborder ce sujet du futur de la création vidéo. Avant de commencer d'entrer dans le dur de tous ces cas qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous, il y a un sujet qu'on trouvait intéressant à rappeler. C'est effectivement toute la partie et création dont on parlait, qui est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un levier, voire le levier ultime d'avantage compétitif des marques. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chiffres. La data, on aime ça chez Google, donc on vous en parlera un petit peu. Mais pourquoi on dit ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, le sujet de la création est, de notre point de vue, le sujet qui commence à être effleuré et qui a encore énormément de possibilités et d'opportunités. On va vous expliquer ça et pourquoi on est convaincu de ce point. Tout d'abord, le sujet qu'il faut peut-être qu'on aborde ensemble, c'est l'ère de l'attention et de regarder un petit peu tout ce qu'on peut apprendre, nous tous, au sein de Google et YouTube, à travers toutes les vidéos et toutes les heures et les milliards d'heures qui sont regardées chaque jour sur YouTube. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre un petit peu sur le comportement des gens et sur la manière dont ils regardent les contenus, les campagnes? Et en fait, on a tendance à dire que notre temps de cerveau disponible diminue, ou en tout cas que parfois il faut faire court et rapide, efficace. Or, on observe quand même quelque chose d'assez inverse en réalité dans l'attention, c'est que vous l'avez possiblement vous-même constaté, vous avez une capacité à regarder des séries, des films, parfois très longs, parfois de séries complexes, des scénarios qui sont de plus en plus pointus, riches, profonds. Et en fait, tous ces sujets basculent aussi dans la publicité. Donc aujourd'hui, on observe justement un souhait de la part des audiences et des gens qui consomment ces contenus vidéo de parcourir justement des imaginaires qui sont de plus en plus longs, de plus en plus storytellés, de plus en plus intenses. Du coup, quand on transfère ça sur l'univers des marques, nous, ce qu'on répète très souvent, c'est de prendre le temps et de ne pas hésiter à prendre le temps de raconter vos histoires. Parce que finalement, vous êtes entouré des prochaines séries HBO, des prochaines séries Netflix, et c'est ça vos directs concurrents, plutôt que le concurrent que vous pouvez imaginer. Donc c'est vraiment cette bataille de l'attention qui doit se passer autour de ça, et on est convaincu qu'une marque ne se construit pas à coup de boost de 6 secondes. Ça a certains intérêts, les formats courts bien sûr, mais c'est pas comme ça qu'on construit une marque. Et donc du coup, c'est ça qu'il faut qu'on puisse aussi, à travers toutes nos discussions aujourd'hui, vous partager. Les plus grandes marques, on le sait, se sont construites avec des grandes et belles histoires. Et aujourd'hui, ces grandes et belles histoires, l'enjeu, c'est de les faire résonner dans des écosystèmes médias complexes. Et c'est ça aussi, c'est ce à quoi on travaille aussi avec l'équipe, c'est d'arriver à accompagner le mieux possible sur ces sujets, ces univers qui sont un petit peu nouveaux et dont les codes sont assez précis. Et en tout cas, chez nous, on va essayer de vous les partager cet après-midi. Et au-delà, effectivement, de tout le sens, de toute l'histoire qu'on va raconter, il y a quelque chose qui est très important et qu'on a observé, c'est que quand vous embarquez les gens, que les gens s'engagent avec votre contenu et qu'ils vous ont choisi, ils restent très longtemps. Si en revanche, vous êtes dans une logique intrusive, c'est-à-dire qu'on ne skippe pas, là, nous, notre position est de dire soyez le plus court possible. D'où ces formats très courts qu'on a sortis assez récemment, peut-être pas, mais en tout cas plus récemment. Donc, important d'avoir cette logique de se dire que
la création a encore un champ des possibles avec des histoires longues, travaillées et profondes qui est immense. Et pour nous, c'est une opportunité qui n'a pas toujours été aussi forte qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on apprend de plus en plus. On apprend aujourd'hui, en 6 mois, des choses qu'on découvre dans l'univers artistique. On a une de nos collègues qui travaille au Cultural Institute, d'ailleurs, qui apprend des choses qu'on a mis parfois des dizaines et des vingtaines d'années à apprendre dans l'industrie créative. Donc c'est très intéressant de se dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de décoder la création de manière beaucoup plus forte. Ensuite, on a la possibilité aujourd'hui d'expliquer que la création, je l'ai dit en introduction, c'est l'élément essentiel des performances des campagnes. Sans Big ID et sans idée qui fait sens pour la marque, les performances sont bien moindres, jusqu'à 30% pour le média, mais 70% pour la création. Et ça, comme je l'ai dit, les datas, on aime ça, on en a un paquet pour le prouver, mais ce point est effectivement quelque chose qui est quantifiable aujourd'hui et c'est important de l'avoir en tête. Donc, une fois qu'on dit que la création est importante, eh bien aujourd'hui, on se dit comment est-ce qu'elle peut avoir une opportunité encore plus grande de se développer. Et nous, on est convaincus d'une chose, c'est que toute l'opportunité réside dans la création elle-même, dans les campagnes. Pas forcément dans les choses qu'on va faire en jouant avec toutes les technologies, etc. Mais rien que dans l'histoire, déjà, il y a plein de choses à travailler. On a toujours eu l'habitude de penser les campagnes comme un atome, finalement, qui est le noyau dur de la campagne et de la création. Et après, ça s'est ouvert progressivement en disant on peut travailler les éléments de typo, de style, l'arc narratif, les messages. Tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on connaît et qui font un peu varier la création publicitaire. Mais aujourd'hui, il y a des univers bien différents qui peuvent être explorés. Donc il y a typiquement les différents objectifs marketing. Est-ce que du coup ça va changer ma façon de structurer mon contenu ? Est-ce que ma façon de parler va être différente ? Est-ce que mon objectif final, c'est de faire bouger les lignes dans mon magasin ou est-ce que c'est au contraire de créer de la préférence ? Est-ce que mes audiences sont toutes les mêmes ? Est-ce que je leur parle toutes de la même manière ou est-ce que je travaille des choses un peu différemment ? Et enfin, la partie aussi géographie, est-ce que je vais faire la même chose en France qu'aux États-Unis si j'ai envie de vendre mon produit là-bas ? Et est-ce que j'ai des outils pour le faire aussi, pour géolocaliser par exemple mes campagnes ? Voilà un petit peu l'ère de jeu qui a quand même pas mal changé ces derniers temps, n'est-ce pas Guillaume ? Absolument, et on vous propose un petit tour d'horizon autour de 3 axes forts que vont être les signaux, les formats, sans oublier la grammaire YouTube. Donc je te repasse la parole Vanessa pour les signaux. Je comptais me reposer, mais non. Et donc du coup, dans tous ces terrains de jeu, ce qu'on voulait faire, c'est commencer effectivement à explorer, comme tu l'as dit, la partie des signaux. Qu'est-ce qu'on entend, nous, par signaux ? C'est finalement toute la matière qu'on va récupérer à travers toutes nos plateformes, ce que les gens vont aimer regarder, les requêtes qu'ils vont faire tous les jours sur leur ordinateur pour poser des questions. Et donc, du coup, nous, c'est toute cette matière-là dont on se sert aussi pour nourrir les annonceurs et leurs agences de création avec qui on travaille, pour justement essayer d'affiner encore plus la réflexion créative. Le premier cas qu'on voulait vous partager, qui est un cas dont vous entendrez parler sûrement dans les prix du moment, effectivement, c'est un cas qui est un cas de Audi Occasion, qui a été fait par Romance, qu'on trouve très intéressant, parce qu'en fait, ils sont partis du principe qu'un ciblage peut être créatif. Oui. La preuve, on va le voir tout de suite, mais intéressant de voir que dans ce cas, le principe était de se dire que Audi Occasion avait peut-être besoin de recréer la désirabilité autour de cette proposition que sont les occasions. Et du coup, l'idée est d'utiliser le ciblage contextuel dans YouTube, c'est-à-dire la capacité à viser des contenus vidéo qui étaient en fait que des concerts ou des clips anciens, mais qui était toujours très regardé, et en faisant le parallèle sur le fait que finalement quelque chose d'ancien et de ne pas nouveau est pourtant très sexy et désirable. Regardons un petit peu le cas et parlons-en juste après. Ah oui, et c'est moi qui bip, pardon, merci. Roberto Carlos.
Donc voilà, bravo à Audi et Romance. Donc 1,5 million de vues, mais surtout, il y avait un objectif de trafic sur site important, donc multiplié par 3, donc objectif atteint. Et le plus important, 15% de deals supplémentaires liés à cette campagne sur les achats de véhicules d'occasion. Donc voilà, bravo à eux. Magnifique. On va passer à un autre sujet. Donc là, on a eu une leçon d'histoire, entre guillemets, sponsorisée par YouTube, avec des grands événements, des grands moments. Un des grands moments de la technologie, c'est quand même l'avènement de la 5G. Mais on peut se demander, qu'est-ce que la 5G ? Et c'est exactement le défi auquel était confronté STC, donc Saudi Telecom. Ce qui est intéressant aussi dans notre équipe, c'est qu'on est une équipe globale, et donc on est exposé à pas mal de cas. Et là, c'est un cas de Saudi Telecom qu'on a trouvé très intéressant. D'ailleurs, on a bossé dessus. Mais ce qui nous a intéressé surtout, c'est la manière dont ils ont eu d'utiliser en fait les requêtes Google. Parce que plein de gens se posent des milliards de questions sur la 5G. Alors on pousse le fait que la 5G, c'est un vrai événement transformationnel, mais pour la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est avec ces questions en fait, que l'utilisateur pose à Google qu'STC a créé une série avec ce comédien d'Arabie Saoudite pour répondre aux questions. Donc de manière humoristique, drôle, un peu décalée, mais surtout très didactique, parce que lui-même ne prétend ne rien connaître à la technologie. Et les résultats sont assez probants. Donc je ne vais pas vous mettre le cas qui est sur Dubai Link, c'est qu'il est sous-titré, mais c'est un peu laborieux. 3 millions de visiteurs uniques sur les vidéos, 6 millions de vues, 150% de boost de requêtes sur STC et surtout 180% de croissance des abonnements 5G pendant la campagne. Donc un beau partenariat. Je le disais en préambule, la 5G c'est une vraie révolution selon certains, mais la 5G ne peut pas encore prédire qui va gagner le match de la Champions League, etc. En revanche, pour ça, je crois que Maud a la solution. Merveilleuse transition. Merci Guillaume. Oui, on avait envie de partager avec vous ce cas parce qu'on parle de signaux, on parle effectivement d'intention, de signaux de contexte, etc. Alors moi, c'est vraiment le cœur de mon métier en tant que stratégiste. Et il y a des marques qui vont vraiment placer la data au cœur de l'idée. Et c'est le cas de BT Sport. Donc BT Sport, c'est un distributeur sportif au UK. Et ils se sont associés sous la gouvernance de Wunderman, leur agence Wunderman Thompson, avec Opta, Squawka et Google. Alors, Squawka, c'est une compagnie qui gère surtout du data scientisme. Et puis, Google est intervenu sur la partie machine learning. Alors, pourquoi cette association ? Parce qu'ensemble, ils ont voulu lancer un pari afin de prédire les résultats de la première ligue de la saison 2019-2020. Et donc, pour ce faire, ils ont imaginé, donc avec ces partenaires de choc qui étaient censés être crédibles, ils ont imaginé quelles pouvaient être, à partir des actions passées, des datas historiques des joueurs, des équipes, etc., quels pouvaient être les résultats à venir de la saison. Et vous imaginez assez bien le tollé que ça a pu provoquer auprès des Anglais, qui évidemment refusaient qu'on leur dise si leur équipe allait gagner ou pas. Donc ils ont BT Sport et Wunderman ont choisi le format TrueView sur YouTube pour créer des vignettes, donc des vignettes qui venaient cibler les fans de chaque équipe. Donc ça peut être Arsenal, Liverpool, etc. Avec à chaque fois un message très spécifique que je vous propose d'écouter. Arsenal fans, are you optimistic about making it back into the Champions League this season? Well, you should probably skip this then, because we've had the best brains in data put this together for us. It is the script of the season, everything that's going to happen in the campaign ahead. And they say that you're going to get a league double over Man United this time around, which is nice, but you're not going to make the top four. Could you make it into the Champions League, though, by winning the Europa League? I'll leave you to discover that for yourselves by clicking on the link below. Bon, en gros, si vous êtes fan d'Arsenal, globalement, vous allez perdre la prochaine saison. C'est ce que leur explique ce journaliste sportif. Et du coup, gros bruit, évidemment, autour de cette tentative. Et l'ambition derrière, c'était de booster les souscriptions à l'abonnement de BT Sport, qui a formidablement fonctionné, puisqu'ils ont atteint plus de 5 millions d'abonnés suite à cette campagne.
Alors là, on vient de vous parler de signaux, donc, et la manière dont vous pouvez jouer avec ces signaux pour inspirer la création et les campagnes, notamment sur YouTube, évidemment. Et on a eu envie aussi d'axer notre attention sur les formats, donc vraiment le contenant et les fonctionnalités que propose la plateforme YouTube. Alors, un premier exemple qu'on aime beaucoup, qui est donc le lancement sur YouTube en live stream de la basket The Roger, que j'imagine que vous connaissez tous, qui a été organisée selon 5 vidéos de format long, entre 18 et 20 minutes. Mais là où c'est intéressant, c'est que le lancement de cette nouvelle chaussure, cette nouvelle sneakers, c'est fait vraiment dans un format live où pendant l'événement, les fans pouvaient parler à Roger Federer via Google Meet, donc directement dans le live stream. Ils pouvaient également jouer des matchs de tennis virtuels contre leur idole et même demander ce qu'ils n'avaient jamais demandé à Roger Federer. Donc c'est là un moyen d'utiliser évidemment YouTube pour créer du contenu, mais aussi de se servir de contenu comme un levier de vente, un levier de commerce, notamment à l'occasion du lancement d'une nouvelle sneakers. Et les résultats sont là, donc après à peine 2 semaines de lancement de l'événement, plus de 25% de part de nouveaux clients. Toujours dans la mode, teaser, voilà. Toujours dans la mode, nous restons dans la même catégorie. Un cas auquel nous avons contribué et qui vient à nouveau exploiter ces formats de live. C'est l'exemple de Dior. Donc Dior qui, comme vous le savez, en juillet dernier, à cause de la pandémie du Covid, et comme tous les grands couturiers n'étaient pas en mesure d'organiser des défilés de manière réelle, donc beaucoup ont choisi pour écrin YouTube, et notamment à travers des formats type YouTube Première, Live et Live Chat pour organiser leurs défilés. Ce qui a été le cas de Dior, qui a organisé 3 défilés interactifs, un voyage mythique, une exploration guidée chez un artiste et même une plongée dans les Pouilles en compagnie d'un orchestre de danseurs. Donc à chaque fois des expériences très immersives, assez oniriques, très artistiques. Et là où nous sommes intervenus auprès de Dior, c'est que on a imaginé dans ce live chat qui était associé donc au défilé de créer une hype squad, c'est-à-dire un groupement de célébrités type Loïc Prigent et d'influenceurs avec lequel les utilisateurs, donc les gens qui venaient visionner le défilé, pouvaient échanger via le chat en direct. Voilà. Donc encore un exemple de comment on joue, comment on détourne, comment on amplifie au-delà du contenu, le contenant, donc vraiment l'écrin que propose YouTube, ainsi que ses fonctionnalités. Et on va rester dans la mode, mais on va parler de quelque chose de beaucoup plus philosophique. Qu'est-ce qui est vraiment important en fait dans la vie ? Est-ce que c'est ce qu'on porte ou est-ce que c'est le temps qu'on passe ? Le temps ne revient pas. Et c'est un peu l'idée derrière cette campagne de Yoox, qui a joué avec la temporalité éphémère du format TrueView afin de créer un vrai sentiment de FOMO. Donc le FOMO, c'est Fear of Missing Out. Et la manière dont ils ont utilisé le TrueView, c'est qu'en fait, grâce à l'historique de navigation des utilisateurs et utilisatrices, ils ont pu proposer un article unique qui a déjà été compulsé par l'utilisateur ou l'utilisatrice, mais pour une période limitée. On va voir ce que ça donne en vidéo. En tout cas, les résultats ont été très probants. On a eu 19 millions de vues, un temps moyen de voisinage de 14,5 secondes, et on voit que le taux de non-skip aussi est très élevé, plus 23% de taux de non-skip versus les benchmarks globales. 310 000 visites vers le site Yoox et plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la campagne a été complètement remboursée. Et je vais vous montrer maintenant le cas.
to skip or not to skip. Fortunately for Yuke's, 14.7 million people decided not to skip. Yuke's is the world's leading online store for fashion and design. Yuke's believes fashion is timeless and that past collections have value. To prove its point, we created the most exclusive collection. We removed the most desired items from Yuke's.com and made them available only through skippable ads. The catch? You only had one shot at getting each product. Skip the ad and you can kiss that item goodbye forever. To keep things fresh, we created 5 fashion death traps and rendered hundreds of products into each one of them. We combined YouTube targeting and the user's search history to deliver the right video to the right person. The resulting mechanic gamified the user experience, transforming a media format into a new e-commerce tool. The films received over 19 million views and sent over 300,000 people to the site. Yuke sold 1,715 luxury items, including this expensive bag, for a total of over 266,000 euros worth of merchandise sold. Thanks for not skipping. Donc c'est une des façons de jouer avec la temporalité du True View ou du skip, mais il y en a bien d'autres, n'est-ce pas Vanessa? Évidemment. Donc après ce cas, effectivement, mode, on continue dans la mode et cette fois-ci version un peu plus sportive, qui était effectivement une logique de personnalisation très précise pour Decathlon. En fait, le ciblage est effectivement quelque chose d'assez puissant. On l'a vu tout à l'heure, on a parlé du KOD. Mais effectivement, quand on va le travailler de manière très très fine, avec plein de sous-segments très précis, ça peut donner des résultats extrêmement efficaces. Et Decathlon a choisi cette stratégie parce qu'un peu challenger sur la chaussure sportive pour les femmes, et ils ont décidé de pouvoir s'adresser à elles de manière extrêmement précise en activant justement des leviers d'intérêt, des affinités très précises pour tous ces sous-segments entre guillemets de la cible féminine. Et donc ça a donné 180 vidéos différentes qui ont toutes été poussées en pré-roll sur YouTube et qui étaient spécifiquement adressées à des sous-cibles et à des segments de femmes particuliers. Donc l'objectif derrière tout ça, c'était de recréer des visites en magasin. On était quand même à post-Covid, donc 500 000 visites magasins, 17 000 ventes en ligne, et donc du coup 9 millions de vues à la clé qui ont été toutes vues à 100%. Donc voilà, encore un autre exemple, aussi mode. Et là, on va peut-être avancer et aller sur l'autre cas que je trouvais aussi intéressant, parce que je voulais vous parler aussi d'une autre manière de jouer avec les fonctionnalités. Du coup, je reviens sur celui-ci que j'avais passé juste avant, excusez-moi. Du coup, je reviens sur un autre élément de fonctionnalité très intéressant qui est effectivement l'orchestration. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on parle de ciblage qui est une des formes, une des façons de jouer aussi créativement avec les contenus, mais l'orchestration en est une autre. Typiquement, tous les studios font beaucoup de ce genre de choses avec nous sur YouTube. Ils ont une capacité à tester puisqu'ils ont tous les matériaux en termes de contenu, les trailers, les extraits, les coulisses. Et donc, du coup, les studios arrivent beaucoup à jouer avec ce genre de contenu et font beaucoup d'expériences. Et celle-ci, c'en est une qu'ils ont fait avec nous, que la Century Fox a fait avec nous. Et l'idée était effectivement de créer une orchestration qui soit elle-même raconteuse d'une certaine forme d'histoire. Donc, quand les gens étaient exposés à un premier pré-roll, s'ils avaient skippé, ils avaient un message ensuite très spécifique. Si au contraire, ils étaient restés, ils avaient le droit à une exclusivité liée au film. Et donc, c'est une manière de raconter finalement une histoire à travers l'orchestration média. Donc, voilà une autre manière aussi de créer un peu un intérêt ou de travailler la création aussi autrement avec les fonctionnalités YouTube. Et donc, du coup, en termes de requêtes organiques, était un peu l'objectif. Il faut que les gens cherchent Deadpool sur les requêtes Google. Ça a donné effectivement des requêtes beaucoup plus conséquentes à la suite de cette campagne. Donc, on a parlé des ciblages béton, effectivement. Et donc, du coup, Guillaume, je te passe la parole. Avec plaisir. Donc là, on a vu les formats YouTube, on a vu les signaux, comment utiliser les signaux qu'on recueille à la fois par la recherche Google, mais aussi par la recherche YouTube. On rappelle que ce sont deux moteurs de recherche phares.
Le troisième point, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait de ces signaux et comment est-ce qu'on les articule pour parler la langue YouTube. Parce que YouTube, c'est devenu un écosystème à part entière, qui a sa propre culture, qui a sa propre langue et partant sa propre grammaire. Et on aimerait du coup présenter quelques cas, merci Yanès, qui ont à notre sens réussi à prendre ce tournant de parler la langue YouTube. Le premier cas que je voudrais vous montrer, c'est souvent ce qui se passe en fait dans nos métiers, c'est-à-dire que on a, disons, une copie, une belle copie qu'on va dessiner à la télévision. Et on se dit, comment est-ce que je peux faire en sorte que cette copie touche des audiences en plus, des audiences que je ne vais pas forcément toucher en télé, mais on peut avoir une certaine frilosité, à savoir comment est-ce que je fais pour adapter cette copie de la meilleure manière possible sur YouTube. C'est le cas BMW que je vais vous montrer pour le lancement de la nouvelle hybride. Ils ont vraiment voulu rajeunir, toucher des gens qui ne touchaient pas en télé. Et ce qu'ils ont fait, du coup, c'est qu'on a travaillé avec eux et leur agence pour remonter, recouper, rééditer leur copie télé. On a créé, du coup, 2 copies purement digitales qui ont été poussées sur YouTube. Et les résultats ont été bien meilleurs. C'est-à-dire que la notoriété assistée, grâce à cette campagne sur la cible, a été multipliée par 2. Et vous allez le voir, déjà dans le montage, on a des choses de beaucoup plus nerveux et playful. Donc je vous le plug, unplug and play. Voilà, 17 secondes. Le second cas que je voudrais aussi dont je voudrais vous parler, c'est que on en parlait, on sort d'une période très troublée. Je vois quelqu'un, d'ailleurs certains d'entre vous ont encore des masques et tout sur le visage. Et en fait, ce qui s'est passé avec cette pandémie, c'est que les sites de dating ont connu un vrai boom. Parce que les gens en ont eu marre d'être tout seuls dans leur coin et ont voulu du coup se rencontrer. Et Match.com a bien compris ça. Et ils se sont dit, bah là, on a une opportunité en or de finalement s'inscrire comme des vrais leaders sur le marché, mais il faut qu'on le fasse de manière audacieuse et il faut qu'on le fasse d'une manière qui va toucher notre cible. Et ce qu'ils ont fait, du coup, c'est qu'ils ont pensé à créer du contenu long en mettant en scène l'année 2020. Donc, c'est cette jeune femme avec des fraises bien mûres, je ne sais pas où ils ont téléchargé. Et donc, le diable, voilà, le diable. Et c'est l'alliance, en fait, de l'année 2020 et du diable. C'est ça, Match.com. Si Match.com a réussi à faire ça, eh ben, vous allez forcément trouver votre âme sœur sur le site. Et ce qui a été intéressant, c'est que donc ils ont utilisé ces formats longs pour raconter cette histoire de cette rencontre entre le diable et l'année 2020. Et ils l'ont fait aussi en éditant, du coup, à partir de ces formats longs, des formats plus courts, des behind the scenes aussi, des caméras cachées, etc. Plein de contenus assez rigolos et émotionnels. Et pour rejoindre le point que faisait Vanessa sur Deadpool, donc c'est typiquement inspiré de ça, c'est que grâce au ciblage séquentiel, on a pu savoir quand une personne avait regardé, par exemple, la copie A, et si on pouvait lui pousser la copie B, et vice-versa. Tout ça pour proposer une histoire linéaire et bien entendu surprenante aux utilisateurs YouTube. Donc les résultats sont 14 millions de vues en 24 heures et 5 milliards d'impressions médias. Donc une belle campagne Match.com qui a fait pas mal de bruit. Mais quoi de mieux finalement que utiliser même des youtubeurs pour porter son message? En effet, alors là je vous propose de partir en Israël avec Issam Mostafa que vous connaissez certainement puisque c'était l'acteur légendaire qui représente la marque Old Spice. Alors ce cas on l'aime beaucoup, il a été généré en sprint, autrement dit en workshop collaboratif dans lequel on travaille, nous, Google, avec les clients et les agences. Autrement dit, là, c'était Old Spice, donc Procter & Gamble et leur agence Grey. Et ensemble, on a réfléchi à comment relancer Old Spice en Israël. Puisque 7 ans auparavant, P&G avait essayé de lancer Old Spice, qui avait été plutôt un échec. Et donc là, il revenait 7 ans plus tard, et avec l'ambition notamment de cibler les plus jeunes.
Et donc, on s'est dit, une manière évidemment d'aller toucher la cible jeune, c'est effectivement d'aller là où ils vont déjà, autrement dit YouTube, mais autrement dit plus précisément les créateurs. Et donc, quand on parle de grammaire YouTube, c'est aussi s'immiscer dans les codes natifs de la plateforme, de ceux qui la dominent, ou en tout cas ceux qui savent extrêmement bien l'employer. Et donc, les youtubeurs ont été pour nous une vraie source là d'inspiration pour cette campagne. Donc, qu'est-ce qu'on a envisagé ? On a donc totalement mis en scène Issaïa Mustafa, où il s'est annoncé de manière totalement burlesque et presque absurde comme de retour en Israël, et il a littéralement bombé des vidéos de youtubeurs. Donc on a créé 50 vidéos grâce à l'outil Director Mix avec des arrière-plans amovibles d'Issaïa, dans 50 situations complètement dingues, totalement surréalistes. Et les créateurs pouvaient du coup réutiliser ces fonds, ces vignettes, afin de les éditer dans leurs propres vidéos. Donc vous voyez, on a finalement créé du contenu qu'on a mis au service des créateurs qui pouvaient à l'envie se servir et envisager des edits selon leur propre ligne éditoriale. Et la campagne a été un véritable succès, notamment auprès de cette audience des 13-17 ans qui ne connaissait quasiment pas Old Spice avant l'apparition de la campagne, et qui a été largement touchée après. Et puis, très peu de temps après le lancement encore une fois, de ce vidéo bombing, la plus grande chaîne de pharmacie en Israël enregistrait Old Spice comme son best-seller. Pas de vidéo sur ce cas, mais je continue toujours dans l'idée de partager avec vous un cas qui, encore une fois, s'adosse vraiment à la grammaire YouTube. Là, on souhaitait vous montrer cette expérience qui, pour le coup, a vraiment employé les codes au service d'une cause noble. Donc, autrement dit, là, un combat qui, malheureusement, est toujours d'actualité, qui est la violence faite aux femmes. Et ici, BETC voulait vraiment continuer le combat autour de cette cause et remettre en lumière, recréer une caisse de résonance autour de ce sujet, notamment en rappelant, en recréant de l'attention autour du fameux numéro d'urgence 3919 à déclencher. Et pour ce faire, ils ont imaginé un lancement concentré le 3 septembre 2019, donc le 3-9-19. Donc là, on a vraiment un objectif mémotechnique pour appuyer le chiffre d'urgence à déclencher. Et puis, associés à ce lancement, ont été mises en scène plusieurs célébrités, dont encore une fois des youtubeurs, qui pouvaient être bien entendu évidemment le type de contenu que les personnes concernées par ce combat pouvaient regarder. Et là, l'intérêt, c'est qu'on a vraiment, encore une fois, mis au cœur de l'idée les youtubeurs, les créateurs, au service d'une cause, pour pouvoir la porter, pour pouvoir la faire résonner et surtout rentrer avec beaucoup de pertinence dans le champ d'attention de notre cible. Les résultats sont là, 30 millions d'impressions et une diffusion très très large par la communauté des youtubeurs de cette action. Voilà pour notre partie grammaire. Alors, Aujourd'hui encore, des femmes sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. C'est inacceptable. Que vous soyez victime ou témoin. Le 3919, Numéro d'écoute national anonyme et gratuit, vous oriente et vous accompagne pour mettre fin au cycle des violences. Le 3919 c'est un numéro vital. Alors le mardi 3 septembre 2019. 3-9-19. Mobilisons-nous tous ensemble pour faire connaître ce numéro. Le 3-9-19. Je partage le 3919. Voilà, pour cette campagne qui a eu un écho retentissant
Et on en est plutôt fiers. Et un grand bravo à BETC pour cette initiative. Alors là, peut-être que vous vous demandez, du coup, comment on pourrait faire pour générer des cas aussi cool avec Google. Enfin, on l'espère. Et Vanessa va vous expliquer plus en détail comment. Eh bien, c'est aussi simple que de nous contacter. Et du coup, quand on vous parlait tout à l'heure de l'équipe créative de Google, et ben donc, vous en avez une petite partie ici. Donc, l'équipe s'appelle CreativeWorks. Notre boulot, on l'a dit, on a essayé de vous l'expliquer aussi à travers tous ces cas, et d'essayer justement d'explorer tous les champs des possibles pour justement amplifier encore plus et toujours plus les idées créatives avec notre aide. On est une joyeuse bande d'experts créatifs. Du coup, voilà, on est sympathique quand même, il faut le dire. Du coup, soit effectivement des personnes qui ont toujours beaucoup travaillé en création, au planning, on l'a vu, à la création, à la production. Et donc, du coup, on est tous là pour essayer d'accompagner les annonceurs et les agences pour faire en sorte que les idées résonnent encore mieux sur nos plateformes. Et surtout, par rapport à ce fameux mot plateforme, ça veut juste dire que derrière, on est effectivement expert des solutions Google et on arrive à, en particulier, savoir exactement comment est-ce que la technologie peut faire résonner encore mieux les idées. Et important aussi d'avoir en tête que notre équipe peut intervenir à différents moments du processus créatif. Et donc, que ça soit dans les insights, on a parlé de signaux tout à l'heure, on a parlé aussi de langage et de production. Donc, en fait, que ça soit tout en haut du processus créatif ou un peu plus bas ou en aval du processus créatif, on peut intervenir sur l'ensemble de ces différentes étapes. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est possible, faisable. Donc, n'hésitez pas, on travaille sur une certaine partie de nos clients, des clients communs qu'on peut avoir justement avec l'univers des agences et du marché français. Et donc, du coup, on va se concentrer sur une partie de ces clients. Et si vous avez la possibilité de travailler sur ces clients-là, on sera ravis de le faire ensemble. Voilà. On voulait conclure, avant d'avoir vos questions et de pouvoir discuter avec vous, on voulait conclure un petit peu sur quelques perspectives, ou en tout cas quelques partages de choses qu'on a pu observer. On a beaucoup parlé des futurs de la création, des opportunités créatives que nous, on voit encore importantes et à exploiter sur YouTube. Et du coup, ça, le pendant de ça, c'est effectivement les compétences qu'on va aussi observer au sein des agences ou dans l'univers du monde de la création qui commencent un petit peu à évoluer et qui s'orientent vers certains univers. C'est ça qu'on voulait partager avec vous et surtout, en toute transparence, essayer aussi de démystifier certains points qu'on peut entendre dans nos discussions. Ah, mais tout va être que machine, ça va être l'IA partout, etc. Donc, l'idée de ça était aussi de vous partager un petit peu, de manière un peu provocatrice, des points qu'on pouvait entendre et nous, la réalité qu'on perçoit. On entend souvent qu'effectivement, tout va être très AI, machine, automatisé, etc. En réalité, ce qu'on voit, et on en a parlé tout à l'heure, le storytelling devient de plus en plus riche. Les contenus sont de plus en plus longs. On a observé, ne serait-ce que depuis 2016, on a pris entre 20 et 40 secondes de durée moyenne de campagne. On a des campagnes qui sont les plus gros cartons chaque année sur YouTube qui vont jusqu'à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Donc ce sont des formats qui sont longs et qui sont fins d'un point de vue narratif. Et ça, la machine, entre guillemets, n'a pas forcément la capacité de le faire. Donc du coup, on est plutôt là à se dire que l'automatisation va permettre de se concentrer et de montrer où est-ce qu'il faut qu'on soit créatif plutôt que de remplacer la création, évidemment. Et le pendant de ça, c'est qu'en termes de besoins, puisque les histoires vont prendre encore plus de poids, on va chercher encore plus de grands storytellers. Donc du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas tant de se dire on va lutter contre le burger concurrent, mais on va plutôt lutter contre les plateformes de streaming qui proposent des contenus artistiques d'entertainment absolument folles. Et donc c'est ça finalement la vraie concurrence. Donc des grands storytellers. Et si je peux me permettre, évidemment. Je pense qu'on peut mettre tout à fait ce propos en perspective avec aujourd'hui l'attention portée accrue à la confidentialité, évidemment. Sujet que vous connaissez. Et donc, comme naturellement, on va pouvoir de moins en moins cibler de manière très granulaire nos audiences, on va être davantage dans une logique d'agrégation et donc de moins de personnalisation. Donc là, l'importance de la création, évidemment, c'est d'être plus riche, plus juste et plus pertinente. Donc effectivement, dans un contexte où la privacy va devenir au cœur de nombre de nos préoccupations, la créativité plus que tout à sa place. D'ailleurs, sur ce point-là, sur la privacy, il y a effectivement toutes les données qui sont propriétaires du coup des annonceurs, qui vont être des données sur lesquelles créativement, ça va être encore plus intéressant de s'y pencher.
On avait plein de sujets sur la fidélité, sur le fait d'animer cette communauté de clients d'un annonceur. Créativement, il y aura aussi possiblement encore plus de choses à faire de ce point de vue-là, puisque ce seront des données qui seront les plus intéressantes et exploitables à l'avenir. Donc, privacy et création, sujet à avoir en tête, effectivement. Le mythe aussi qu'on entend très souvent quand on parle avec les annonceurs et le monde des agences, c'est tout n'est plus que performance ou transactionnel. Alors, effectivement, la partie mesure a permis de montrer une dimension performance des campagnes très importante, surtout sur ce qu'on appelle le bas de fenêtre, donc le parcours qui va se rapprocher le plus possible de l'achat. Sur toute cette partie-là, on est capable de dire c'est telle campagne qui a rapporté tant, qui a permis tel clic, etc., qui a fait tant de paniers d'achat. Mais en fait, la partie amont a permis aussi, ou en tout cas les mesures se sont penchées effectivement beaucoup plus aussi sur la partie amont. Donc on peut aussi prouver à quel point construire une marque, créer la désirabilité autour de cette marque, permet aussi de créer des marges. Donc même les annonceurs qu'on voit nous, qui sont censés être des annonceurs très performance, ou les annonceurs perf, qui ont une tendance à aller chercher ce genre d'axe de travail, eux-mêmes se tournent beaucoup vers la marque parce qu'ils savent que c'est le vrai levier de croissance à long terme. Le besoin là-dessus, c'est que les profils qui sont les plus appréciés ou les plus demandés ou qui vont avoir un temps d'avance sont ceux qui vont finalement être à l'aise avec la data. Ne pas utiliser la data pour moyenner le tout, pour essayer d'identifier les zones les moins risquées. Au contraire, de prendre la data, de s'en emparer, d'accepter de s'y plonger et de devenir dangereux grâce à la data. C'est-à-dire dangereux au sens créatif, c'est-à-dire impertinent, intéressant et aller chercher quelque chose de différent. Donc du coup, c'est ça qu'on trouve hyper intéressant. C'est les gens qui acceptent de plonger dans cet univers plutôt que de dire « Ah non, c'est un sujet qui est très distinct, etc. » Au contraire, de se l'approprier et de voir où est-ce qu'il y a des zones, où est-ce qu'il y a une niche, où est-ce qu'il y a une pépite, comme on aime le dire en planning, qu'on va aller chercher et qu'on va travailler. Et pour finir, un troisième mythe qu'on voulait partager avec vous, on entend souvent ce sera court terme ou long terme, mais pas les deux. C'est-à-dire que soit on fait de la transaction et de la promo, soit on travaille la marque, etc. On l'a vu, d'abord un grand film et une belle histoire peut faire les deux. Et surtout, on observe avec ce que nous disaient d'ailleurs Monsieur Binet et Fields, qu'en fait l'un nourrit l'autre. Donc, et en particulier le long terme nourrit le long terme. C'est pas à coup de boost qu'on y arrive, c'est aussi parce qu'il y a la trame de fond derrière de la marque qui travaille, qui permet un peu de nourrir cette dimension court terme. Mais surtout, ce qu'on observe, c'est qu'entre le court et le long, eh bien aujourd'hui, il va y avoir encore d'autres étapes intermédiaires. Les objectifs marketing entre chacun de ces points devient de plus en plus riche, précis, et en face, parfois, il peut y avoir des formats et des créations différentes. Donc du coup, par rapport à ça, les compétences ou les besoins qu'on observe, c'est souvent d'avoir des profils qui sont capables de construire des écosystèmes de campagne. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir une partie automatisée, mais on sait aussi qu'il va y avoir tout un pan qui va être besoin d'être créé, imaginé, raconté. Et c'est cette capacité à jouer avec un écosystème très complet qui est aujourd'hui extrêmement demandé. Voilà. Si je peux me permettre à nouveau de rebondir sur la notion de data qui fait le lien avec ce troisième mythe. Nous, notre rôle chez Creative Works, c'est aussi de vous accompagner en allant comprendre cet océan de data que peut présenter notamment Google, puisque nous, une partie de notre travail, c'est d'aller analyser la réalité des comportements de vous, sur les plateformes Google. Et c'est immense. Donc, on cherche à donner du sens et notamment d'en extraire des insights pour des campagnes. Et on parle d'ailleurs de insights pour la créativité. Et donc, c'est là toute la vocation de Creative Works. Donc, des insights pour la créativité et des insights, justement, on parlait de pépiques, mais aussi de provocation qui peuvent permettre aux marques, avec leurs agences, de se positionner un peu différemment et justement de nourrir à long terme une histoire et un fond de marque qui résonne juste avec qui vous êtes et ce que vous proposez. À moins que tu aies une petite transition sympa, Guillaume. On voulait conclure sur merci. Ce que tu as fait. Ouais, exactement. Un grand merci pour votre écoute. Mais comme tu as fait pas mal de transitions, grand merci pour votre écoute. Merci à vous qui êtes derrière vos écrans. On est preneur de vos questions, on est preneur de toute discussion, de tout sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord. C'est ça qu'on aime. Donc on est vraiment là pour pouvoir parler. Oui, est-ce qu'il y a un micro dans la salle ou est-ce que... Merci Gilles. Je crois qu'il y avait une question derrière vous. J'ai une première question. Moi, non, je vous donne pas de souci.
Et je me demandais comment, justement, dans les mythes sur YouTube, comment vous réconciliez la dimension prise de risque? Parce que j'imagine que tout est très bordé, on l'a bien compris, la data, la brand safety, etc. Mais comment là-dedans, et quelle est la voie et quelles sont les possibilités en termes de prise de risque pour les marques? Alors, il y a un sujet sur lequel on est souvent décrié, avouons-le, c'est sur la partie standardisation de la créativité. Puisqu'en effet, quand on parle de YouTube, qu'on parle de la plateforme, on a des bonnes pratiques qu'on a mises en place et qui relèvent aussi des résultats de campagne qu'on a pu observer. Donc c'est aussi comme ça qu'on crée notre accompagnement créatif. Je pense que notre rôle, effectivement, est de trouver toute la justesse dans notre capacité à vous guider créativement à partir de ces bonnes pratiques, de ces résultats, de la data, mais aussi à immiscer, à déclencher un certain décalage en fonction de qui vous êtes, vous, marque, et de ce que vous proposez. Mais effectivement, c'est exactement ce point de bascule que nous, Creative Works, on recherche lorsqu'on collabore ensemble, c'est de ne pas répéter à l'infini les mêmes pratiques, les mêmes leçons à tous nos clients, mais au contraire de s'immerger avec vous. C'est notre boulot. Beaucoup d'entre nous viennent d'agences, donc on a cette culture-là, on a ce langage-là. Et YouTube, on l'utilise vraiment comme un écrin. Avec ses règles, avec ses codes, il est vrai, mais qu'on cherche à exploiter de manière créative. Si je peux juste rebondir, je pense que ça fait une bonne transition aussi pour le coup. Tu vois ? Ouais. Non, j'allais parler du miroir, parce qu'en fait, ce qui se passe, on parle de ces moteurs de recherche, Google, YouTube, etc. Ce sont des miroirs de la société, de ce qu'on fait ou fait pas, ce qu'on a envie de faire ou qu'on n'a pas envie de faire. Mais c'est aussi un miroir des marques, et c'est ce que j'allais dire justement. C'est nous, on est là pour entre guillemets vous aider à prendre des risques. Et prendre des risques, ça peut vouloir dire des choses très différentes selon qu'on ait une marque A, B ou C. En fait, ce qu'il faut vraiment faire, c'est une espèce de travail presque d'introspection qu'on est ravis de faire avec vous. On vous met sur le canapé et puis on parle, ou pas, non, on vous écoute surtout. Mais on est là pour ça, et à partir de ce matériau, on trouvera des orientations plus ou moins provocante, mais en tout cas, ce qu'on essaiera de faire, ce sera toujours j'ai envie de dire, de repositionner ou de donner un coup de fouet à une marque grâce à ce que nous, on peut voir. Et c'est pour ça qu'on parlait de provocation. C'est vrai que les meilleurs sujets qu'on a pu porter, c'était toujours des sujets où on a, tout en respectant la marque, amené sur des territoires inattendus. Il y a une dimension qui est très très forte chez nous, chez Google. On parle de user first. C'est un mantra que l'on pratique tous les jours. Donc c'est vraiment placer la perspective de l'usager en premier. C'est-à-dire toujours se positionner du côté du user. Essayer non pas de traduire ce qu'on comprend selon un langage marketing ou de communicant ou publicitaire, mais surtout de se dire, OK, l'utilisateur, en fait, comment il aborde, comment lui-même utilise et comprend votre offre, votre service, votre expérience, etc. Et donc, c'est là aussi qu'on peut trouver je dirais, ce supplément d'âme qu'on peut apporter dans cette collaboration, en particulier dans l'exercice de la création sur YouTube. Je crois qu'il y avait une autre question. Du coup, je peux prendre le point parce que j'ai eu pas mal de cas comme ça. Après, promis. On peut se compléter si tu veux, mais on a beaucoup d'or. Il y a deux choses dans le sous-titrage sur YouTube. Il y a un sous-titrage automatique, d'accord, qui va détecter et qui va pouvoir retranscoder directement par écrit. Il y a un sous-titrage que vous pouvez vous-même uploader sur la vidéo et qui peut aussi se géolocaliser.
Et ça, vous le paramétrez vous-même sur votre chaîne YouTube. Donc du coup, il y a 2 façons de faire, mais c'est quelque chose qui doit être à votre initiative. Donc du coup, le sous-titrage n'est pas forcément par défaut. Donc c'est quelque chose que vous devez vous-même paramétrer sur votre vidéo. Donc ça, c'est pour répondre sur qu'est-ce que ça veut dire le sous-titrage sur YouTube. Après, sur la partie algorithmique, je ne crois pas, mais il faudrait que je vérifie, mais je ne crois pas qu'il y ait de remontée algorithmique ou de push algorithmique parce que vous avez une vidéo sous-titrée ou pas. Il faut que je confirme ce point. Je ne suis pas certaine de moi, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais je n'ai pas... Sauf si tu dis le contraire, Guillaume, parce que tu as une autre info, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une remontée spécifique dans l'algorithme YouTube. Non, moi j'allais parler plutôt du point de vue du créatif. Oui, bien sûr. Ouais, parce que les sous-titres, en fait, c'est aussi comme des intertitres. C'est-à-dire qu'on peut les considérer comme une manière supplémentaire de porter le message, qui peut être super pertinente, surtout sur des formats courts, où vraiment on veut instaurer un message, caler un rythme aussi. Les intertitres, ça peut être super bien pour ça. On l'a fait notamment avec une campagne qui est sortie là récemment. Je tairai le nom de l'annonceur. Mais en plus, c'est tactique, mais ça peut aussi permettre d'être très agile en fait dans le montage, etc. Quel plan on utilise. Donc le sous-titrage, j'ai envie de le rapprocher des intertitres et le fait que oui, ça peut être un vrai levier d'activation du message d'une marque. Mais je veux aussi, et c'est quelque chose aussi qu'on pousse beaucoup quand on a des réflexions créatives avec les agences et les annonceurs, c'est le son, l'importance du son. Parce que sur YouTube, 95% des vidéos sont vues avec le son. Et c'est quelque chose souvent qui est un peu le parent pauvre de la création. Et nous, c'est quelque chose sur lequel on insiste. Donc, s'il faut des intertitres et des sous-titres et qu'on veut... il faut voir comment est-ce que ça s'articule avec l'audio et comment est-ce qu'on ne délaisse pas l'audio pour autant. Voilà, mais il y a autant de leviers, en fait, avec parfois des formats très courts. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être le plus impactant sans être confus? Donc, c'est juste ça, l'espèce de lisibilité qu'il faut penser entre intertitres, sous-titres et puis bande-son. Oui, question au fond. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez commencé à aborder les possibilités nouvelles en termes de storytelling associées à la 3D, qui commence à devenir assez importante sur Internet, et puis tous les formats immersifs, notamment réalité augmentée, qui peuvent être délivrés sans avoir d'application? Absolument. Alors, je peux prendre rapidement, mais après, je suis sûr qu'on a... Ça, c'est des sujets qui nous excitent énormément. Après... Nous, on est, comme le disait Vanessa, on est des experts sur toutes les plateformes Google et on est en contact avec les équipes produits, que ce soit sur Lens, YouTube, Search, Display, etc. Donc oui, c'est des sujets et des plateformes qu'on explore quand l'opportunité se présente. C'est-à-dire que, en fait, quand le brief est là pour qu'on puisse le faire, on ne se prive pas. Mais en l'occurrence, ce qu'on veut aussi garder à l'esprit, c'est que quand nous, on veut du coup instaurer des marques, porter des messages, et c'est vrai que la plus belle façon, enfin la façon la plus immédiate de le faire, ça va être avec une caisse de résonance qui a 2 milliards d'utilisateurs. On pousse sur YouTube et on sait qu'on va avoir de l'impact. Donc si on se déplace sur des objectifs plus niches, plus PR, notoriété, etc., en tout cas, c'est complètement des plateformes qu'on a aussi en main et sur lesquelles on travaille. C'est par rapport à votre point, effectivement, une extension du storytelling, une nouvelle façon de le travailler. Et dans les différentes perspectives qu'on voit, il y a quelque chose qui se dessine pas mal. C'est une séparation assez distincte entre le storytelling central, cœur, c'est-à-dire de construction des marques, et les expériences qui sont proposées, avec notamment dedans l'AR VR. En fait, l'AR VR, entre autres, c'est une expérience qui demande un outil, une façon de procéder ou une app ou quelque chose qui va s'interposer entre la personne et l'objet ou la chose que vous voulez animer. Et donc, du coup, ça participe d'une expérience qui est effectivement un peu plus circonscrite par rapport à un storytelling qui, lui, peut voyager un peu partout. Donc, du coup, nous, on voit une petite différence entre de l'expérience qu'on peut proposer et sur lequel on travaille avec plein de cas, et notamment récemment, l'univers du luxe en est extrêmement fan, et puis toute la partie storytelling, cœur de la création, qui va vraiment, pour nous, résider, encore une fois, dans le contenu vidéo, dans le contenu filmographique.
si je... Merci. Je suis félicitée. C'est tout ? Bon, bah super. Bah, merci de nous avoir écoutés, c'était super intéressant. Merci pour vos questions, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci.